Très bien. Donc nous avons l'honneur d'accueillir notre monsieur Gina pour cette émission spéciale. Donc on va commencer par la première question. C'est qui monsieur Gina? Écoutez, monsieur Génin, il est né en, je n'ose pas le dire, 1940. Et bon, j'ai fait mes études comme ingénieur des mines. Et apprenez que j'ai été à Oujda pour la première fois invité par mes camarades des mines en 1962. Hein? Alors le point essentiel, si vous voulez, bon, je suis très très content d'être à nouveau à Oujda. Nous sommes venus avec mon épouse plusieurs fois au Maroc, mais c'est la deuxième fois où je viens à Oujda grâce à Ikamana et à l'organisation de cette conférence. Mais l'objectif réel que nous avons, en fonction de ce que j'ai présenté, c'est de montrer qu'il est désormais possible de réduire les nitrates dans l'environnement naturel à 5 mg par litre, ce qui est très important parce que partout dans le monde, nous avons des problèmes de prolifération d'algues vertes, en Bretagne par exemple, chez M. Trump en Floride, chez M. Wang à Dalian, en Australie, et puis j'ai appris qu'il y en avait aussi une eutrophisation dans le Moyen Atlas. Donc c'est un procédé qui doit, à mon sens, émerger, et c'est une chance que nous ayons le Maroc et que vous puissiez travailler là-dessus, parce que je suis en retraite bien sûr, et la personne qui m'aide le plus actuellement pour continuer à faire de la recherche s'appelle Abdelhamid Kairi, qui est né à Ain Beni Matar et qui a passé toute sa jeunesse à Figuig. Hein? Alors Abdel, ça fait 25 ans, c'est mon voisin de bureau, et c'est à lui que j'ai confié la tâche de s'occuper dans le procédé que nous voulons mettre en place, de s'occuper de la partie mécanique des fluides, parce que vous êtes obligé d'avoir pour le traitement des eaux un percolateur. Et la mécanique des fluides, il ne faut pas que ça se bouche, etc. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est que toutes les méthodes qui sont utilisées actuellement ne servent strictement à rien. Ça fait 50 ans, par exemple, en Bretagne, où nous avons une prolifération d'algues vertes, on dit parfois marée verte, hein, sur les plages, tout simplement comme c'est une péninsule, eh bien, les fleuves sont des fleuves côtiers 10 km, 20 km, et à l'estuaire, sur les plages, vous avez des couches d'algues. Parfois, on les ramasse et vous avez 2 à 3 mètres d'épaisseur. De sorte que même, on connaît un cas où un cheval est mort asphyxié à cause de H2S. C'est une calamité. Alors c'est cette calamité que nous voulons absolument supprimer et que nous allons supprimer. Et nous aimerions donc ensemble, avec Abdel, arriver à ce que le principe et puis le développement de ce qu'on appelle des stations d'épuration à filtre de roseau. Les stations d'épuration à filtre de roseau sont beaucoup plus écologiques que les usines à bout activé. À l'investissement, elles coûtent 1/3 moins cher. Ensuite, dans les boues activées, vous savez comment... Bon, je connais Nancy, 400 000 habitants, 700 km de tuyauterie, vous voyez un peu, hein, 30% de perte, parce que les tuyaux, ça fuit, etc. Hein, et il faut monter l'eau seulement à 150 mètres en haut sur le plateau. Alors, Veolia, excusez-moi, ils sont pas là. Suez, ils sont très très contents parce que on dit aux gens, écoutez, votre assainissement, il faut payer, il y a de l'électricité, tout ça, hein, et c'est récurrent. Il n'y a même pas besoin
Bon, alors le Grand Nancy, enfin la communauté urbaine, ben, augmente les impôts, les impôts, les impôts. Tandis que si vous avez des rhizosphères, vous n'avez pas ce problème. Mais il n'y a pas, je ne connais pas de rhizosphère au-delà de 3000 équivalents habitants. Bon, la raison est très simple, c'est que pour faire une rhizosphère, il faut faire un marécage avec des roseaux. Alors, de l'extérieur, vous ne voyez pas la différence avec un marécage naturel. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bouches d'aération, mais vous pouvez voir les photos, c'est étonnant, hein. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire une rhizosphère? De 1 à 2 mètres carrés par habitant, comme au cimetière. C'est-à-dire que si vous avez un village de 300 personnes, ben il vous faut, excusez-moi, 400 mètres carrés, 20 mètres sur 20 mètres, on trouve. Le point, c'est que quand vous avez 3000 habitants, eh ben vous faites le même calcul, alors vous avez, grosso modo, 5000 mètres carrés. Alors le problème est de trouver dans une ville 5000 mètres carrés où on ne pourra pas faire d'édifices dessus, de buildings, de spéculation foncière. C'est-à-dire que pratiquement, il n'y a pas de rhizosphère au-delà d'eux. Alors l'autre intérêt des rhizosphères, c'est que, par rapport au bout activé, c'est qu'on n'a pas besoin d'un personnel qualifié. C'est-à-dire, une fois par an, l'employé communal rase, hein, on dit faucarder les roseaux, et puis les roseaux repoussent pour l'année suivante sans problème. Donc, une dépense très faible au niveau du personnel. Ah, par contre, si vous avez une boue activée, une usine à boue activée, ben, je vous garantis que c'est très très compliqué. Donc vous avez obligatoirement un personnel très qualifié que vous payez très cher. Alors on se trouve dans notre pays, tout au moins, face à ce problème, une espèce de lobby, des très grands groupes. Alors j'ai donné deux noms, Suez, enfin Lyonnaise des Eaux, c'est Suez, hein, et puis Veolia. Vous pensez qu'ils n'ont pas du tout intérêt à ce que les rhizosphères se développent. Je vais vous donner un exemple historique et qui est récent. La région parisienne a une très très grosse unité d'épuration qui se trouvait à Achères, qui date une centaine d'années. Ils viennent de la renouveler au nord de Paris, à l'endroit où l'Oise tombe dans la Seine. Ils ouvrent le marché pour la rénover. Veolia a gagné. Pour quelle somme? 800 millions d'euros. C'est pas mal. Ils se frottent les mains. Hein? Et c'est 2 fois le prix du viaduc de Millau. Non, mais hein? Alors, les grands groupes n'ont absolument pas intérêt à ce que les rhizosphères se développent. Par contre, les rhizosphères, c'est très très bien quand vous avez un habitat dispersé, c'est-à-dire milieu rural, un village, un lotissement. Hein? Un lotissement de 50 personnes, ben, il vous faut 100 mètres carrés. Vous les trouvez, 100 mètres carrés, 10 mètres par 10 mètres au milieu du lotissement, en mettant des fleurs, etc., des iris. Non, c'est une méthode, à mon avis. En plus, la gestion est très décentralisée, il n'y a pas besoin d'avoir des ingénieurs, etc. Mais, bien entendu, ce n'est pas pour l'intérêt des grands groupes financiers. Alors voilà ce que j'ai à dire. Alors nous espérons mettre en place un programme systématique sur la Bretagne. Et quand vous avez une maladie, eh bien, il faut... Ça va pas? Hein? Il faut qu'il y ait un diagnostic en premier. Et donc, on va d'abord faire sur l'ensemble de la Bretagne, et parce que maintenant la technologie le permet, une mesure en continu et en permanence des taux de nitrate
sur tous les ruisseaux. Tous les ruisseaux, et c'est extrêmement important. Alors, il s'avère que je suis dans une école d'ingénieurs où le directeur Guiné-Dinger, c'est sa spécialité, l'informatique et l'information, les techniques d'information. Donc c'est à lui que sera confiée cette tâche. Et ce que je demande, c'est qu'il y ait un endroit où on récolte en permanence les taux de nitrate. Vous êtes écologiste, 4 heures du matin, vous vous réveillez et vous pouvez savoir sur Internet quel est le taux de nitrate du petit ruisseau qui se trouve à 200 mètres de chez vous. Hein, et en totale transparence. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tout le monde puisse savoir quel est le taux de nitrate à tel endroit. Hein. Alors, c'est en Bretagne, tiens, c'est la rivière, le Douron, hein, qui sépare, par exemple, les Côtes d'Armor avec le Finistère, etc. Et c'est extrêmement important pour qu'on ne puisse pas dire qu'il y a un truandage quelconque. Alors maintenant, les capteurs ne valent pratiquement plus rien depuis une dizaine d'années pour mesurer les nitrates. Eh bien, utilisons la technique puisqu'elle est là. Alors maintenant, combien de temps il faudra pour que le programme soit complet? En Bretagne, moi je l'appelle BZH, Bretagne zone humide. Ouais. Et puis vous savez ce que veut dire BZH? Ben, ça veut dire braise. Ça veut dire Bretagne. Ouais, hein, c'est un clin d'œil au terroir breton. Et je crois que, pardonnez-moi d'être obligé de le dire, que pour l'Afrique, c'est un outil extraordinaire. Ouais. Bon, j'ai des amis, d'anciens élèves qui sont maintenant professeurs, par exemple à Dakar. Hein, ils ont des problèmes strictement similaires, hein, en Côte d'Ivoire, etc. D'ailleurs, donc il faut un relais en Afrique et il y a un marché. Et nous sommes prêts, si vous voulez, à ce que tout ce qui est africain passe par le Maroc. Il n'y a aucune raison, hein, c'est pas simplement pour nous. Je crois que c'est moralement nécessaire que chacun trouve son avantage dans une telle technologie et espérons, dans 30 ans, il n'y aura plus de nitrate en Bretagne. Alors moi, je ne serai peut-être plus là. Hein. Dans 30 ans, je ne me fais pas trop d'illusions. Oui, donc merci, Monsieur Génin, pour ces informations très importantes. Oui. C'est vraiment impressionnant de voir un homme de votre âge et qui fait encore de la recherche, donc c'est impressionnant. Oui. Ça. Oui. Donc, si tu veux un conseil aux jeunes chercheurs, donc, qu'est-ce que tu vas leur dire, par exemple? Le conseil aux jeunes chercheurs, il est très clair. Ne lisez pas trop la littérature avant de commencer à travailler. Vous prenez votre sujet, vous travaillez au moins 6 à 1 an à par vous-même chercher ce qui se passe, et c'est seulement à ce moment-là que vous lisez la littérature. Parce que je tiens à dire que le nombre de bêtises qu'on continue à propager est impressionnant. Alors je vais prendre un exemple très simple. C'est Wikipédia, que tout le monde connaît, et il y a, je m'insurge, encore dans Wikipédia, vous faites hydroxyde de fer. Qu'est-ce que vous voyez? FeOH3. FeOH3 n'a jamais existé. Alors FeOH3 a été inventé dans les années 1930 pour expliquer la couleur bleue de ce qu'on appelle les glaisses. C'est-à-dire quand vous vous enfoncez dans une nappe, vous avez d'abord l'humus, puis ensuite des petits points orange oxydés, le niveau de la nappe phréatique, enfin la nappe alluviale, et puis ça devient bleu. Et c'est un Russe en 1905 qui s'appelait Vysotsky, et il a en cyrillique écrit Gley. Bon, on dit Gley, mais à mon avis, il voulait dire Clay. Hein, et je ne l'ai pas connu, parce qu'il est mort 1 an après ma naissance, alors on ne peut pas faire l'impossible. Par contre, ce qui se passe, c'est que cet hydroxyde ferrosique
qui n'existe pas, pose un problème énorme parce qu'on continue à propager et actuellement, 15 ans plus tard, vous prenez Wikipédia 2019 et nous avons eu un colloque à l'Académie des sciences en 2004 où nous avons, alors on a fait 10 papiers, un numéro spécial des comptes rendus de l'Académie des sciences avec un ami qui s'appelle Adrien Herbillon. Il a encore du monde, mais Adrien est né en 1934, donc vous imaginez qu'il n'est pas en complète bonne forme. Il est maintenant retourné au pays, il habite Louvain-la-Neuve, donc Yann le connaît très très bien, et c'est avec lui que j'ai fait un colloque pour dire ça n'existe pas, FeOH3, FeOH2 plus X, ça n'existe pas. Et on voit des bêtises. Hydroxyde double amélaire, le chloruré existe. Alors vous savez ce qu'on dit, certains? Oh ben c'est très simple, vous remplacez Cl- par OH-. Alors écoutez, il faut réfléchir. Cl-, c'est une sphère. Hein? C'est un monopôle. OH-, excusez-moi, il y a ça avec le proton dessus. Hein? Donc c'est un dipôle. Comment voulez-vous remplacer un monopôle par un dipôle? Mais c'est dans la littérature. L'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Et on continue à raconter des bêtises. Alors ça, c'est ce que je dis aux jeunes. Bon, je ne dis pas de ne pas écouter les anciens, c'est pas ça. Je ne dis pas un jour ne regardez pas ce qui est dans la littérature, c'est pas ça que je vais dire. Mais faites-vous votre propre jugement, soyez innovants, et puis ça ira mieux, quoi. Hein? Tout à fait, oui. Hein, c'est pas. Donc c'est important. Tout ce que vous avez dit, donc c'est très important. Et le marché est énorme. Oui, tout à fait. Vous savez, M. Trump, qu'est-ce qu'il a dit pour se faire élire en Floride? Mais dans 5 ans, il n'y aura plus d'algues vertes. Parce que son gros bateau se trouve dans une marina où tout est couvert d'algues vertes. Voilà, puis c'est tout. Puis 5 ans plus tard, il trouvera une réponse pour être réélu. Ça, je ne me fais pas d'inquiétude pour lui. Hein. Et même chose, en Chine, quand vous voyez les gens se baignent dans les algues, mais on a la même chose en Bretagne maintenant. On voit des gens se baigner, oh comme l'eau est chaude. Et vous avez des algues vertes, je ne sais pas si vous avez vu les photos, c'est ahurissant. Et surtout, faites par vous-même, essayez vous avez la chance d'être, ce que j'ai l'expression d'être dans un pays neuf. Encore neuf. Ce qui n'est plus le cas de la France, c'est plus le cas. Donc, Pourquoi on s'intéresse tout simplement à les nitrates? Parce que la prolifération, ça vient de nitrate, il faut savoir. Essentiellement.